Le Groenland. Un univers de glace. Des températures qui peuvent atteindre l'hiver -50 degrés. Cet environnement hostile est parsemé de crevasses, gigantesques cathédrales de glace. Pourtant ici, la vie a pu se développer, fragile, invisible et mystérieuse. Mieux connaître la calotte glaciaire du Groenland, c'est le but de la mission Inland 6. Fin août, l'expédition scientifique débarque sur le glacier. Il faudra 2 rotations de l'énorme hélicoptère pour débarquer 4 tonnes de matériel. Je suis ému parce que c'est beau. Jeannot Lamberton est le chef de l'expédition. Chercheurs, spéléologues, médecins et même plongeurs sous-marins, en tout, une quinzaine de personnes participent à l'expédition. Finish. Tous vont se pencher sur 2 aspects mal connus de la calotte glaciaire, les gouffres de glace et la vie microscopique. La mission va durer 4 semaines dans un isolement total. Luc Moreau est glaciologue. Il est venu étudier les profondeurs du glacier. Toi, c'est bon? Ouais, il a dû faire des études longtemps, le mec qui a inventé ce truc-là. Janine, la femme de Jeannot, participe également à la logistique de l'expédition. Alain Coutet est spécialiste des algues. En 25 ans, il les a recensées et étudiées un peu partout sur la planète, jusque dans le bénitier d'une église. Mais c'est la première fois qu'il participe à une mission arctique. Sandra McInnes étudie les animaux microscopiques des milieux polaires. On peut mettre des choses dedans. Elle vient de Cambridge et fait partie des premières femmes à être allées sur une base de recherche anglaise de l'Antarctique. Quant à Annette Grongard, elle travaille en étroite collaboration avec Sandra McInnes. Elle est danoise et c'est sa 3e expédition sur le glacier. Les 3 biologistes vont se pencher sur les minuscules occupants de la calotte glaciaire. Le Groenland est situé dans le nord de l'océan Atlantique sous le cercle polaire. C'est la 3e île du monde. Mis à part une mince frange côtière où vivent moins de 60 000 personnes, elle est entièrement recouverte par un immense glacier dont l'épaisseur atteint 3800 mètres. L'été, le soleil brille 24 heures sur 24. La température atteint une quinzaine de degrés. La glace fond et forme de véritables rivières que l'on appelle des bédières. Lorsqu'une bédière tombe dans une crevasse, elle commence à creuser un gouffre qu'on appelle un moulin. Les plus grands pourraient atteindre 200 mètres de profondeur. C'est pour pénétrer dans ces moulins que Luc, le glaciologue, est venu au Groenland. On a très peu de moyens sur la planète d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur des glaciers et donc d'étudier les glaciers. En fait, on connaît bien la surface des glaciers, mais pas ce qui se passe à l'intérieur. Pourtant, c'est là que se trouve la source de la dynamique des glaciers. Pour les biologistes aussi, descendre dans les moulins pourrait se révéler précieux. La vie qu'ils vont observer en surface s'est peut-être glissée dans les profondeurs. Pendant ces repérages, Jeannot Lamberton a porté son choix sur un moulin qu'il a baptisé Minic. Le camp a été installé juste à proximité. Dans un camp, dans un secteur de travail. Cette mission est un beau mariage entre le sport et la recherche scientifique. Grâce à l'expérience de Jeannot et son équipe de spéléologues, les chercheurs pourront descendre dans les moulins en toute sécurité. Jeannot découvre son moulin. C'est la 7e fois qu'il vient au Groenland. Explorateur et grand coureur de glaciers, ses premières expéditions avaient pour but de battre le record du monde de profondeur sous la glace. Objectif atteint en 1993, moins 173 mètres. Cette année, la priorité est à la recherche scientifique, mais Jeannot pense que ce moulin lui permettrait de battre son propre record. Cette prise de contact est aussi le début de ses angoisses. Pour pénétrer à l'intérieur d'un moulin, il faut que la bédière gèle. La période de la mission a-t-elle été bien choisie?
Malheureusement, on ne connaît pas exactement les caprices du temps. Ça, je pense que si dans la logique et l'expérience des expéditions, depuis 89, on est dans la fin de la fonte. Début du retour des grands froids, donc 1-10 nous permet de descendre. La période d'exploration d'un moulin est très courte. Dès que la bédière ne coulera plus, il commencera à se refermer. La glace, sous la pression de son propre poids, se comporte comme une pâte visqueuse. Après quelques jours, il ne sera plus possible de descendre aussi profondément. En attendant que le moulin soit accessible, Luc commence son travail de surface. La bédière qui alimente Minic a profondément creusé son lit dans la glace. Elle doit avoir une dizaine d'années. Luc veut vérifier la correspondance entre la taille des bédières et celle des moulins. Ces données seront ensuite comparées à celles enregistrées sur d'autres glaciers. Pour évaluer la hauteur d'eau, un homme doit se placer sur une corde au milieu de la bédière. Mais il fait chaud et la glace est très abîmée. Les broches tiennent mal. Impossible. Par mesure de sécurité, la corde a été doublée. Donc j'y vais. Le moulin n'est pas très loin. Si Serge tombe à l'eau, il ne faudra que quelques secondes au courant pour l'entraîner dans le gouffre. Essaye à partir d'un tiers du bord, au milieu et au dernier tiers. Attention, t'as ton pied qui est pris dans la faible. m. Voilà, 2 mètres, ok. On dirait un crapaud comme ça. On va faire les mesures de vitesse. Puis attends, je te donne mon top parce qu'en fait, je vais le lancer en amont et je te donnerai le top quand il passera devant moi. Ouais. Top. 9 secondes 80. Sur 20 mètres, on peut dire 2 mètres secondes. Le calcul montre que 35 000 litres d'eau s'engouffrent dans le moulin chaque seconde. C'est une grosse bédière et Minic est probablement un moulin gigantesque. Au camp, perdu sur le glacier, la vie commence à s'établir. Patrick, un des 2 plongeurs, a pris en charge la cuisine. Au menu aujourd'hui, brandade de morue. Dans la tente laboratoire, les biologistes aussi prennent leur marque. Ils veulent comprendre comment la vie résiste aux conditions extrêmes de la calotte. Pour cela, ils vont recueillir des centaines d'échantillons, dont certains seront étudiés sur place. À première vue, un glacier ressemble à un désert. Mais un œil averti détecte la vie. Les glaces qui semblent sales sont en fait colonisées par des algues qui les colorent en gris ou rosé. Un animal microscopique, le tardigrade, appelé également ours des eaux, a même réussi à s'établir ici. C'est le champion de la survie. Pour supporter l'hiver du Groenland, il a une propriété extraordinaire. Il se laisse congeler, mais il reste vivant. La particularité des tardigrades est qu'ils semblent capables de s'arrêter de vivre. D'après ce qu'on sait mesurer aujourd'hui, le métabolisme des tardigrades s'arrête complètement. Ils ne sont plus vivants, mais peuvent recommencer à vivre. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cela pose des questions sur la définition de la vie et de la mort et du passage de l'un à l'autre. Les chercheurs sont impatients de faire les premiers prélèvements. Mais les spéléologues doivent d'abord leur apprendre les dangers du terrain. Cette région du glacier est truffée de crevasses et d'anciens moulins dissimulés par la neige. C'est dangereux là ou quoi? Non, il faut faire attention où l'on passe, c'est tout. Hein. C'est pour ça que vous allez voir devant un petit peu l'itinéraire. Il y a des passages assez délicats parce qu'il y a un ensemble de bédières qui sont aussi couvertes. Et donc, là, on risque de passer à travers, c'est tout.
Alain a repéré une forte concentration d'algues. Ça fait souvent, les algues ont souvent ces aspects de confiture quand elles prolifèrent. C'est super donc comme échantillon, parce que vraisemblablement on n'a que l'algue ici, il n'y a pas de contaminants, de minéraux, de choses comme ça. Et cette teinte très sombre qu'on a ici vient du fait qu'il y a des milliards sans doute de cellules. Alors il y a une partie verte à l'intérieur qui fait la photosynthèse, et la partie violacée c'est un pigment qui est fabriqué par la plante pour se protéger soit du froid, soit du soleil. C'est un peu comme un bronzage. C'est un peu comme surtout une crème de protection contre le soleil. Annette et Sandra se concentrent sur une particularité de la calotte glaciaire, les trous de cryoconite. Les vents déposent ici et là de minuscules particules, mélange de poussière et de débris végétaux, que de petits ruisseaux regroupent pour former ce qu'on appelle la cryoconite. Du fait de sa couleur foncée, elle capte mieux le rayonnement solaire et fait fondre la glace sur laquelle elle repose. Elle peut ainsi creuser des trous de près d'1 mètre de profondeur. C'est dans ces trous que les biologistes espèrent trouver les étonnants tardigrades. Mais seul le microscope permettra de dire s'ils ont colonisé la région. Oui, je veux bien un peu plus, c'est-à-dire je peux pas tout regarder. Les tardigrades sont là, bien vivants. Le premier est trouvé juste au bord de la lamelle. Les tardigrades ont 8 pattes munies de griffes et 2 yeux. Ils possèdent un centre nerveux, une sorte de cerveau rudimentaire. On voit bien en orange le contenu de leur estomac. La durée de vie des tardigrades est de quelques mois, mais elle peut être interrompue par plusieurs années de congélation. Pour tout le monde, cette rencontre est un grand moment. La première fois qu'on étudie un nouvel environnement, c'est toujours excitant. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Et ensuite de découvrir, de réaliser que ce que tu vois, tu ne l'as jamais vu avant. Cette sensation, c'est absolument fabuleux. J'ai entendu parler des tardigrades. Mais c'est la première fois que je les vois. Ils mesurent combien? 0,3 mm. Ça fait 3/10 de millimètre. Je pense qu'ils sont fabuleux. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était à l'université. Oh, j'en suis tout de suite tombée amoureuse. Je les trouve formidables. Regarde ça, il est mignon. Mignon, c'est le mot. This one's special. La température commence à baisser. Le jour ne dure plus que 18 heures. Le débit de la Bédière diminue. Fais gaffe de ne pas tomber dans l'eau. 2 plongeurs font partie de l'expédition. Si le moulin se termine par un siphon, ils iront l'explorer. Pour tester leur équipement, ils vont plonger dans un petit lac. Ah, faut mieux jouer au ping-pong, t'as moins de matériel. Le problème, c'est que j'ai craché dans le masque et que c'est gelé. La plongée en eau froide présente certaines difficultés. Pour protéger leur visage, les plongeurs le couvrent de vaseline. Mais le problème principal vient des détendeurs, ils risquent de geler. Qu'est-ce que ça fait quand ça gèle? Débit continu la plupart du temps, c'est-à-dire tu vides tes blocs très rapidement et puis tu as de l'air sans arrêt. Mais ça peut faire aussi bloquer le détendeur, plus avoir d'air. Mais normalement, c'est le débit continu. Tu te retournes. Tu t'assois, tu te déferas. Je m'assois. Tu auras tes palmes et tu seras prêt. Ah. Allez, go! Le test est crucial. Manquer d'air dans un lac de 3 mètres de profondeur n'est pas dangereux.
Mais si une panne se produit au fond d'un boyau immergé, les plongeurs n'auront aucune chance de remonter à la surface. Ils doivent donc vraiment pouvoir compter sur leur matériel. Rapidement, la glace s'agglomère sur les détendeurs et les premiers problèmes apparaissent. Par mesure de sécurité, les scaphandres sont équipés de 2 circuits d'alimentation en air indépendants. Patrick est d'une robuste constitution. Pour le sortir de l'eau, 4 personnes ne sont pas de trop. Allez-y. Allez, con. J'y croyais pas. Allez, les vieux. Je m'en rajouter dessus. Non, mais ça cache pas qu'elle a sorti de ses cheveux. Ah bon, je crois que j'étais vraiment un peu bâtard. Ouais, c'est encore mieux avec la godette. Il avait rien compris. Il reste encore des pâtes. Tu manges du phoque, t'as pas de repas. Oh, les deux. Moi j'ai l'eau chaude et toi t'as l'eau froide. Ben ça va, ouais, arrête tes conneries. C'est mon eau de rinçage, mais il est con. Ça fait rien. Perce un autre trou demain. Cela fait maintenant 1 semaine que nous sommes arrivés. Le débit de la bédière de Minic a sensiblement diminué. Les spéléologues commencent à découvrir l'intérieur du moulin. Il est impossible de descendre plus bas à cause des embruns de la chute d'eau. Il constitue un danger mortel. Respirer un air saturé en particules de glace peut conduire à l'asphyxie. Un joli trou loulou, hein. Oh, c'est extraordinaire. C'est beau, hein. Et t'as vu, il y a une marche. Ouais. On peut installer le réchaud. Par contre, après la terrasse, ça tape juste en dessous de la terrasse, t'as vu? L'eau? La flotte. Ah bah oui. Waouh, mais alors c'est balèze, hein. Le moulin est prometteur, mais il est impossible de descendre au fond maintenant. Le temps passe et les jours sont comptés. Il faut chercher un autre moulin pour les scientifiques. On n'arrive plus pour le moulin. Les moulins sont nombreux autour du camp, mais la plupart sont encore en eau. J'ai mis le collet en plus. Luc profite de ses reconnaissances pour continuer ses comparaisons entre les bédières et la morphologie des moulins. Il y a de quoi tenir à 2 facile là. Ouais, il me semble. À 10 mètres. Super. Tout de suite, c'est hop. Je pense bien que je vais pas te laisser aller en bas tout seul. Descendre dans un nouveau moulin est toujours un moment intense dans la vie d'un glaciologue. Ils sont très différents les uns des autres et Luc cherche à établir une classification. Juste un coup d'œil, Luc. Voilà. Attention aux embruns parce que ça souffle pas mal. Ouais. La courbe de l'eau. Une fois de plus, un mur liquide interdit l'accès aux profondeurs du moulin. Jeannot est inquiet. Les travaux scientifiques de surface prennent un rythme régulier,
mais il s'est engagé à faire descendre les chercheurs dans les entrailles du glacier. 2 semaines se sont déjà écoulées, les recherches doivent continuer. Les chercheurs continuent leur prélèvement sur la calotte, mais la neige a recouvert les trous de cryoconite. Garder les pieds secs est devenu très aléatoire. Sandra travaille également sur l'environnement des tardigrades. Leur vie miraculeuse sur le désert de glace ne serait pas possible sans un apport constant de matières organiques en provenance d'autres régions de la planète. Pour faire l'inventaire de ce que la neige et la pluie déposent sur la calotte, Sandra installe différents dispositifs. Right. That's number one setup. Elle a également mis au point un système pour capturer les particules emportées par le vent. Un petit moteur va faire tourner 2 aiguilles enduites de colle. Tout ce qui passera à proximité sera intercepté. L'idée est de laisser ça tourner pendant 24 heures, puis de remplacer ces aiguilles par de nouvelles. Pourquoi ? On va trouver des particules, des algues, des champignons microscopiques. On va probablement trouver de la poussière de cryoconite qui flotte dans l'air. Il n'est pas impossible qu'on attrape un tardigrade. Un tardigrade pourrait être emporté par le vent. Ah oui. Il vole presque. Voler n'est pas exactement le terme que j'emploierais, mais ils peuvent être emportés par le vent, oui. Et c'est une des théories les plus courantes sur la façon dont ils colonisent de nouvelles régions. Les secrets de l'extraordinaire adaptation des tardigrades sont percés peu à peu. Sur la calotte glaciaire, les rencontres sont difficiles. Alors, les femelles peuvent se reproduire toutes seules par parthénogenèse. C'est-à-dire que leurs œufs n'ont pas besoin d'être fécondés par les mâles. Privés de cet apport génétique, ces œufs ne donnent que des femelles qui sont la réplique exacte de la mère. Et c'est uniquement lorsque des mâles participent à la reproduction que l'espèce évolue. Enfin, après plusieurs jours de recherche, Jeannot a trouvé une porte d'accès au monde des profondeurs. Un moulin moins important que Minnick, mais accessible immédiatement. Luc l'a baptisé Louisa. Les 2 hommes vont l'équiper. Paradoxalement, dans un moulin, le plus dangereux n'est pas la chute, mais de recevoir un bloc de glace. Jeannot va faire tomber les morceaux qui risquent de se détacher. Louisa est un moulin étroit mais profond, 140 mètres. En bas, des forces titanesques sont à l'œuvre. Écrasés sous leur propre poids, les piliers de la cathédrale de glace se déforment en silence. Luc va mesurer comment. Ces observations n'ont jamais été faites. Seuls les grands moulins du Groenland permettent de pénétrer aussi loin dans un glacier. Pour mesurer cette déformation, Luc doit installer des repères dans la glace. Suspendu à une corde, le travail est loin d'être facile. Pris sur le vif, le mouvement de ces gigantesques masses de glace sous pression permettra de mieux comprendre comment vivent les glaciers de notre planète. En fait, c'est assez du beurre au début. Voilà, un repère qui
Non, tu bouges pas. Écoute, on va faire la mesure. 6 m 46. 6 m 43. 6 m 43. Ok, c'est bon? Pour suivre l'évolution de Louisa, Luc et Serge effectueront les mesures chaque jour. Mais peut-on vraiment parler d'une corvée? L'hiver commence à pointer son nez. La température est nettement descendue. Les occupants de la calotte se préparent au retour des conditions extrêmes. Dans ces prélèvements, Annette trouve désormais des tardigrades figés dans la glace. Dans la tente laboratoire, les biologistes assistent au miracle de leur retour à la vie. Réchauffé par la lampe du microscope, celui-ci commence tout juste à bouger. Il lui faudra une quinzaine de minutes pour reprendre totalement connaissance. On sait que les tardigrades peuvent résister à des températures proches du zéro absolu, moins 273 degrés. Pour que le gel ne fasse pas éclater leurs cellules, ils se déshydratent complètement. Une particularité rarissime dans le règne animal qui reste un mystère pour les biologistes. Si on comprend comment le tardigrade suspend son métabolisme pour résister au froid, il n'est pas impossible qu'on puisse trouver une méthode de conservation des organes, pour la chirurgie par exemple. Il y a bien sûr des gens qui voudraient conserver le corps humain tout entier, dans le but de le ranimer en 2000, je ne sais combien. Mais je pense que ça, c'est un peu trop de la science-fiction. Ainsi, toutes les formes de vie que l'on trouve sur la calotte, aussi bien les tardigrades que les algues, sont parfaitement adaptées au grand froid. Mais combien de temps peuvent-elles résister? La glace du fond des moulins a plusieurs centaines d'années. Si les chercheurs peuvent trouver des traces de vie congelées en profondeur, ils essaieront de les faire revivre. N'oublie pas que c'est atteindre des algues congelées depuis des siècles enthousiasme Alain. C'est vraiment le top niveau au niveau de la sécurité. Il a décidé de descendre lui-même dans Louisa pour déterminer où les prélèvements seront faits. Mais il ne connaît absolument pas le matériel spéléo. La première chose que tu fais, tu mousquetonnes, tu te longes. Après, tu enlèves ton descendeur. Avant de se risquer demain dans Louisa, il va faire un essai au-dessus des bouillonnements impressionnants de la Bédière qui est près du camp. La corde. Ah voilà, ton descendeur, tu l'ouvres, tu fermes. Quand tu as fermé, tu peux plus descendre. Ok? Par exemple, toi, pour une raison ou une autre, je loupe un truc, je loupe une marche. Rien. Ok? Ok. Je t'attends en bas. C'est la première fois là? C'est la première, j'espère que ça ne sera pas la dernière. Ok? Voilà. Trouve un équilibre, là tu fléchis un peu tes jambes tranquillement. Ouais, super. Comme tous les débutants, l'appréhension du vide conduit Alain à une certaine raideur. Janine, la femme de Jeannot, est déjà descendue dans un moulin. Elle comprend bien son angoisse. Mais après quelques instants sur la vire, des algues prises dans la glace attirent déjà son attention. La passion de la science reprend vite le pas sur la peur. La poudre noire sur le doigt.
Ce soir, le Groenland va présenter un de ses plus beaux spectacles. Les lueurs vertes d'une aurore boréale. Oh là là, regarde ça, avec des violets. Regarde ça, regarde ça. Ah ouais, c'est fabuleux. C'est magique. Salut tout le monde. Fait froid, hein. Malgré une température extérieure de -15, le moral est bon. Pour Alain, c'est le grand jour, le gouffre de glace l'attend. Alain n'ira pas jusqu'au fond. Il n'est pas suffisamment entraîné pour une telle descente. Serge se met en place pour l'accueillir au premier relais. Super. C'est un plaisir monstrueux. Un plaisir, peut-être pas pour tout le monde. Hein? Bien reçu. Dans ces moments-là, il faut avoir vraiment confiance dans le matériel. Oups. Tu sais que le bourrier, là, il n'y a pas besoin de tripoter la poignée, ça glisse tout seul. Hein. Ouais. C'est vrai, hein? Descends tes pieds, ne te crispe pas, laisse-toi descendre tout doucement. Voilà. Encore un petit effort. Voilà, là t'as un peu en fil d'araignée, tu vois, c'est génial en fil d'araignée. Celui-là, tu prends conscience de ce que c'est que ton baudrier. Ah, c'est toi qui tires. C'est moi. Il faut que tu passes par là-bas. Voilà. Un pied là, un autre pied au-dessus, et tu vas te retrouver dans la niche, face à la niche. Ok. Voilà, descends, laisse-toi descendre, Maintenant, tu vas y arriver. Encore un poil, vas-y, tout le monde du et va sur la marche que je t'ai préparée. Voilà. Tu veux regarder un petit peu là? Tu peux te pencher, hein, t'es longé. Merde. Ah oui. C'est une belle gueule, hein. Tu vois en dessous. Alain là, et Serge examinent les parois du moulin. Chaque alternance de strates représente une année et les parties les plus sombres correspondent à l'été. C'est là que l'on a le plus de chances de trouver des traces de vie. C'est sympa quand même. Ah oui, tout à fait, non? C'est une vraie cathédrale. Un petit coup. Ah bah je veux bien, oui. Et ça vaut le coup de descendre avec toi. Bon, c'est parce que quand même, j'en bois pas trop, il faut que tu me remontes. Génial. Les prélèvements en profondeur pourront bientôt commencer. Un peu d'émotion? Non, même pas d'émotion. Un peu, hein. D'une part, il m'avait foutu un truc là pour descendre qui, d'après Serge, qui m'avait expliqué ça très clairement, on devait freiner de toute façon obligatoirement. Et n'utilisant jamais la poignée, ça descendait quand même. Ouais, ça lui aurait donné un descendeur. Il disait, regarde, moi tu vois, je suis dans le vide, ça tient un poil. Et ça tenait pas vraiment. Je pense qu'il l'a savonné ce matin, exprès pour m'emmerder. Cela fait 3 semaines que la mission est commencée. La température continue à baisser. Faire sa toilette demande de plus en plus de courage. Fais gaffe. Ah! Pas vrai, mais bon. T'es un vrai traître, hein, quand même, hein. Il m'en fout partout. C'est les petits, les plus chiants. Pour être sûr d'avoir recensé toutes les algues de la calotte, Alain va plonger dans le lac pour examiner les espèces qui vivent en pleine eau. D'autant plus que les plongeurs semblent avoir réglé le problème du gel des détendeurs. C'est quoi ça? Ça, c'est une couverture chauffante pour le premier étage. C'est-à-dire que j'ai du fil chauffant, tressé sur du néoprène, qui va venir coiffer le premier étage. Et puis ça devrait empêcher de geler, parce que comme il n'y aura qu'une petite couche d'eau, ça ne devrait pas geler. Ouais, on ne sait pas l'efficacité encore. Non. En fait, c'est toi le testeur, puisque tu es le premier à descendre aujourd'hui. Le cobaye. Ah, non. Vas-y, papy. Nous sommes début septembre. L'été tire à sa fin. Le lac est désormais gelé.
pas mort? Putain, je me suis fait mal à une guibole. Hein. Ah ouais? Ouais, et les fesses. Si je tombe à l'eau sans détendeur, ça souhaite très mal. Mets tes pieds bien à plat, hein. Essaye de chercher la meilleure stabilité. Voilà. Les plongeurs vont faire les prélèvements, prisonniers d'une cage translucide. Les algues sont prises dans la glace. Pour survivre, elles sécrètent une sorte d'antigel et s'enferment dans une coque de protection. À la différence des tardigrades, elles continuent à vivre, mais au ralenti. Elles perdent alors leur couleur verte et peuvent résister pendant de nombreuses années. Patrick est satisfait, sa caméra sous-marine marche bien. Il en va autrement de son détendeur, c'est la panique. À partir d'un banal tube de verre, Alain fabrique une pipette extrêmement fine. Hop, et là il se coupe. Donc maintenant il faut qu'avec l'un des deux je fasse un fin. Là j'ai un cheveu. Hein. Voilà. Là on a quelque chose qui doit être de l'ordre de 5 microns. Cette pipette lui permet de sortir une par une les algues prélevées dans le lac, car elles sont mélangées à des morceaux de cryoconite. C'est très joli ces petites algues. Il doit y avoir au moins 2 espèces. Il existe plusieurs dizaines de milliers d'espèces d'algues recensées dans le monde, dont la taille varie de 1 micron à 50 mètres. Une dizaine seulement vivent sur la calotte glaciaire. Comme tous les végétaux, les algues produisent de l'oxygène par photosynthèse. Du fait de leur grand nombre, elles en produisent plus que toutes les forêts réunies. Il est donc capital de les étudier et de les protéger. Comprendre les capacités de survie des algues du Groenland pourrait ouvrir de nouvelles voies pour la préservation des espèces menacées. Jeannot est satisfait. Les chercheurs exécutent leur programme en toute sécurité. Le froid se maintient et dans une dizaine de jours, il sera possible d'atteindre le fond du moulin Minic. Jeannot envisage de ne pas repartir avec les biologistes pour battre son record du monde. Il descend pour préparer son itinéraire. Janine sait que désormais, rien ne compte plus pour lui. La passion de l'exploration a repris le dessus. Quand tu vois descendre Jeannot comme ça dans les trous, et que toi tu restes en haut, qu'est-ce que ça te fait? C'est vrai que je stresse un maximum. Je stresse moins depuis que je l'accompagne. Avant, je restais en France, donc c'était encore pire. Et c'est vrai que d'être près de lui pendant l'expé, ça m'aide. Quand tu descends, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai la peur au ventre. Mais quelque part, j'ai besoin d'être près de lui et lui aussi, je pense que ça l'aide. C'est important dans les moulins, quoi. Il y a la peur, toujours la peur. Il y a l'excitation. Oh merde! Il y a cette notion de se dire dans la tête, je vais dans un milieu où jamais aucun être humain a pu pénétrer. Déjà ça, c'est quelque chose de fantastique. C'est certainement ce qu'il y a de plus beau. Et puis, il y a cette euphorie, cette attirance vers l'inconnu qui nous pousse
Et c'est là qu'il faut faire attention parce que c'est très 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 important de ne pas dépasser cette limite. Voilà presque un mois que la mission est commencée. Dans Louisa, mesures et prélèvements touchent à leur fin. Aujourd'hui, Annette accompagne Luc et Serge pour superviser un prélèvement au fond du moulin. Pour chaque mètre descendu, elle remonte dans le temps d'une dizaine d'années. À la moitié du puits, elle plante ses crampons dans de la neige qui est tombée quand Christophe Colomb découvrait l'Amérique. Viens jusqu'à moi, viens jusqu'à moi. Viens jusqu'à moi. C'est arrivé. Superbe descente. Vas-y, donne du mou. Ouais. Très bien. Les manœuvres sont maintenant bien rodées. Pour être sûr qu'il n'y a pas de contamination par des poussières ou des organismes venus de la surface, tous les instruments sont stérilisés. Pour cette même raison, Luc retire la couche de glace superficielle pour atteindre le cœur des strates. D'accord. Tu l'as? Peut-être mieux que je fasse comme ça, parce que sinon... Je pense qu'on a un bon truc, là. Un bel échantillon. Tiens. Ces prélèvements sont faits dans les glaces les plus anciennes. Ils seront ramenés en Europe pour être analysés en détail. Mais les chercheurs font une première étude au microscope dans la tente laboratoire. Tu vois quelque chose? Pour l'instant, que des grains de sable, rien de particulier. Dans ce fouillis minéral, les biologistes essaient de reconnaître des formes familières. Cette fois-ci, il semblerait qu'il y ait des traces d'algues. Pour Alain, c'est très intéressant. Je vais regarder au micro si tu veux. Pas de la neige. Ça ressemble, oui, il y en a une autre là en dessous. Alors qu'il n'y ait pas de tardigrade, c'est pas surprenant parce qu'il y a un tardigrade pour peut-être 500 cellules d'algues. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a des choses qui sont sûrement des algues. C'est une algue qui était gelée ou qui a fait une photosynthèse récente? Ah non, 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 celle-là, elle n'a pas fait de photosynthèse récente. Elle a été prélevée dans la glace, hein, à 90 mètres, si c'est toi qui y étais. Oui. Bon, donc elle n'a pas fait la photosynthèse depuis sans doute 1000 ans. Bon, le problème maintenant, c'est d'être sûr qu'elle est capable de la refaire. Donc ça pour l'instant, on n'en sait rien. Il faut mettre en culture. Et donc ça sera fait quand? Ah ben ça, il faut le faire au laboratoire. Il faut ramener les échantillons de carottes et au laboratoire mettre sur un milieu de culture dans des boîtes de pétri. Et on voit s'il se forme des petites taches vertes. S'il y a des petites taches vertes, c'est qu'on a l'algue qui a gardé ses potentialités vitales. Et ça, c'est très intéressant parce que personne n'a fait ce genre d'expérimentation. Ouais, génial. L'apéro, il est prêt. La mission se termine. L'hélicoptère va venir récupérer les biologistes. Mais Jeannot et plusieurs membres de l'expédition ne partent pas. Ils ont décidé de rester quelques jours de plus pour tenter de battre le record du monde. Si le temps ne change pas, tout est possible.
Les chercheurs sont contents. Grâce à Jeannot et aux spéléologues, ils emportent avec eux une belle récolte. Des centaines de mesures et de prélèvements qui vont demander des années d'études avant de livrer tous leurs secrets. Ces travaux permettront une meilleure connaissance de l'écosystème du Groenland, mais aussi des limites de la vie, avec, qui sait, peut-être des applications inattendues dans d'autres domaines. Ainsi va la recherche. Malheureusement, 2 jours après le départ des chercheurs, pour Jeannot, tout bascule. Les éléments se liguent contre lui. En quelques heures, la température passe de -15 à +12. Partout, la glace fond. Et pour couronner le tout, il pleut. Les rêves de record sont compromis. La Bédière, qui s'était presque asséchée, se transforme en torrent furieux. La situation est catastrophique. Ça continue à pleuvoir comme ça, là, tu crois qu'on risque de pas descendre? Ah oui, ah, ça c'est évident. Hein. Il vaut mieux pas en parler parce que c'est quand même l'inquiétude de tout le monde. Hein. Là, le débit est pas mal revenu, on voit les embruns qui montent. Mais je pense que ça peut s'arrêter aussi vite que c'est venu. S'il y a un coup de froid, c'est fini. Allez, viens, beau temps, viens. Quelques jours plus tard, un froid très intense est revenu. Mais le débit de la Bédière ne diminue pas. L'essentiel de la circulation de l'eau est souterraine, à l'abri d'un gel rapide. Il va falloir partir. Jeannot tente une dernière descente dans Minic. C'est bien le bon endroit. Continue à descendre, Jeannot, c'est pour Serge, ou est-ce que c'est impossible, s'il te plaît? Voilà, c'est quasiment impossible. Là, ça remonte dur, les endroits. La mort dans l'âme, Jeannot doit se rendre à l'évidence. Il n'atteindra pas le fond. Il doit renoncer. Je crois qu'on a été obligé d'arrêter. Je disais, moi, dans toutes les expéditions, il y a l'impossible et l'impossible. Là, on est vraiment devant une barrière de l'impossible. C'est dur, 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 dur.
On essaiera encore demain peut-être, mais il faut pas se faire d'illusions. C'est la loi de la nature. Pour essayer d'apercevoir le fond, Jeannot va lancer une fusée. Quelle profondeur fait le moulin? Sans doute plus de 200 mètres, mais Jeannot n'aura pas la réponse cette année. Minic garde son mystère. Ça te fait quel âge? 45. Eh bien, vas-y, commence. Les techniques, ils passeront par là, et puis les autres, ils Et passeront par là. Allez. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Patrick. Happy birthday to you. Merci à tous. Alors, il y a un petit chocolat. Alors, on t'a mis un petit cadeau, une broche en souvenir. Une broche qui est tombée, là.